Salut à tous, aujourd'hui sur Légende, c'est Dorian Boccolacci, notre invité qui est pilote automobile. Il va nous raconter toutes les anecdotes du métier de pilote que vous ne connaissez peut-être pas. Moi j'ai appris plein de trucs, par exemple sur les pneus, pourquoi il y a des petits picots, tout ça. Il va nous raconter plein de petites anecdotes assez drôles. Mais juste avant, si vous voulez venir faire comme Dorian et nous raconter une anecdote sur le plateau, vous êtes tous les bienvenus. Si vous avez un métier original, si vous avez vécu quelque chose de fou dans votre vie et que vous voulez venir le raconter là, vous êtes les bienvenus. Envoyez-moi juste votre numéro de téléphone avec une petite phrase explicative par email à contact@legendegroup.fr, contact@legendegroup.fr, et vous serez les bienvenus sur le plateau. C'est parti avec Dorian Boccolacci, qui est notre invité aujourd'hui. Dorian Boccolacci, pilote automobile, et je vous apprends des choses dessus, sur les réseaux, et notamment sur TikTok. Eh ben voilà, parfait, en une prise et tout. Merci, bienvenue. On s'est rencontrés dans Boccolacci, monsieur Adam. Il est pilote automobile alors comment on dit maintenant ? En Porsche Cup. Porsche Cup. En Porsche Cup, ouais. En Porsche Cup. Et en fait, on s'est rencontrés parce qu'on a fait le trophée Andros. Moi, j'étais invité pour faire le trophée Andros. On s'est rencontrés là-bas et on s'est retrouvés cet été par hasard sur un bateau. C'est ça. Il était en jet ski. Voilà, on s'est fait coucou et on s'est retrouvés là-bas. Voilà, pour tout vous dire. Et on s'est connus un peu comme ça là-bas. Bon, bienvenue en tout cas. Content de te voir. Merci, merci de m'inviter. T'es monté de Cannes, c'est ça ? Exactement. Toi, t'as une chaîne TikTok aussi. C'est ça. Parce que moi, je t'ai connu avant de connaître la chaîne TikTok. T'as 700 et quelques mille personnes qui te suivent aujourd'hui, où t'apprends plein de petits tips sur en donner. J'ai appris, par exemple, pourquoi il y a des petits pics, ouais, des sur petits les pneus. bitoniaux, là, sur les pneus. Exactement. À quoi ça sert. T'apprends plein de trucs aux gens. Ouais. Sur la voiture, tu racontes plein de trucs sur le sport auto, mais c'est bien aussi même pour ceux qui suivent pas forcément le sport auto, tu vois, qui veulent juste suivre quelqu'un qui raconte des trucs sur les bagnoles et tout. C'est hyper intéressant. Pourquoi t'as créé un compte à côté de ta carrière ? Alors, de base, moi, du coup, je faisais de la Formule 2. Enfin, en fait, j'étais en karting, ensuite, je suis monté en Formule 2, mais je faisais pas du tout les réseaux comme je fais actuellement. Et une fois que je suis sorti un petit peu de ce giron pour aller jusqu'en Formule 1... Tu vas nous raconter après. Ouais, exactement. Du coup, je me suis dit, écoute, j'aimerais bien apprendre des choses sur mon sport, parce que c'est un sport que les gens connaissent moins. Je trouve qu'ils regardent les courses, mais c'est très fermé, où il y a plein de petits secrets, où voilà, si on ne suit pas, on n'est pas un très très gros passionné, on ne connaît pas. Et du coup, je voulais essayer de simplifier ça avec ces petits formats de vidéos d'une minute ou un petit peu moins d'une minute sur plein de questions que pourraient se poser les gens. C'est pour ça qu'il y a maintenant des documentaires sur Netflix. Il y en a un qui était tu l'as vu ou pas ? Drive to Survive ? Ouais. J'ai jamais vu. Non, c'est vrai. Je vais expliquer pourquoi après. Donc juste pour comment tu commences le karting en 2006, t'as 8 piges. Ouais, j'avais même pas 8 piges, j'avais 7 ans et demi sur le circuit de Brignoles. Ok, dans le sud. Dans le sud. À l'époque, c'était le circuit du père à Jules Bianchi, Philippe Bianchi, okay. Et Jules Bianchi qui est malheureusement décédé. Un pilote auto. Exactement, de Formule 1. Suite à un crash du coup à Suzuka. D'ailleurs, très très grosse pensée à lui. Et du coup, j'ai découvert le sport automobile sur le circuit de Brignoles. Voilà. Enfin, c'est vrai. La plupart des mecs de F1 ont commencé en karting. Tous. Quasiment tous. En fait. Voilà, et il y a beaucoup des gens qui... C'est soit des fils de patrons de kart, parce qu'il faut vraiment conduire des heures et des heures et des heures et des heures. En fait, il n'y a que ça pour être bon en voiture, en pilotage. C'est pour être bon de partout, en fait. C'est la base. Il faut pratiquer, que ça soit dans n'importe quel sport, mais dans la vie en général, je pense que voilà, faut passer des heures dessus. Et c'est la même chose sur le sport automobile, mais c'est un petit peu différent le sport automobile. Parce que c'est plus cher. C'est plus cher, exactement. Tu peux t'entraîner au foot pendant des heures si t'es un fou de foot et tout. Tu peux aller prendre une balle et déjà même t'entraîner même tout seul, faire du sport, faire du renfort et tout. Mais par contre, le karting, quand c'est cher. Pour 10 minutes ou 15 minutes, c'est ultra cher. Non, mais, et encore, c'est des cartes de location, tu en fais pour t'amuser, mais après, une fois que tu rentres vraiment dans la compétition, ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Et si tu veux vraiment t'entraîner H24, ça coûte... trop cher. Et donc, d'ailleurs, en monoplace, il n'y a pas des entraînements qui se font tous les jours comme un footeux qui pourrait s'entraîner 5-6 fois par semaine. Oui, c'est pas pareil, quoi. Voilà, c'est complètement différent. Et tu as rencontré des gens à l'époque, quand tu étais gamin et tout, qui sont devenus pilotes de F1 aussi ? Exactement. C'était à peu près les mêmes personnes autour de toi que tu as vu grandir ? Voilà, moi, en fait, la première fois que j'ai roulé en karting, c'était sur le circuit de Bar-sur-Loup, enfin, circuit au-dessus de Grasse. Ça s'appelait La Sarrée. Et ensuite, ma première compétition, c'était à Brignoles, donc c'est là où je suis arrivé à Brignoles. Et c'était peut-être 1 an avant que je commence les compétitions. Et je me suis dit, on va commencer à aller voir un peu ce qui se passe sur ce circuit. Première fois que j'arrive, il y a 2 jeunes qui ont à peu près le même âge que moi. Et du coup, forcément, quand tu es des enfants, tu vas voir les autres enfants. Exactement. Et à l'époque, j'avais 7 ans, je crois, quelque chose comme ça.
Et je vois 2 pilotes. Et parmi ces 2 pilotes, il y avait Charles Leclerc, du coup, qui est pilote chez Ferrari en F1. Et du coup, que j'ai connu tout de suite en 2005. On a roulé ensemble, du coup, en mini-kart. Donc, c'est les tout petits karts quand on était petits ensemble. Ensuite, on s'est retrouvés en karting, dans d'autres catégories plus hautes. Et ensuite, on s'est retrouvés aussi en Formule 3. Et donc, tu disais, pour comprendre, on peut commencer, même si on n'a pas trop d'argent quand même, ou il faut quand même un peu de moyens, si on veut être pilote et qu'on regarde là l'émission. Enfin, 95% en étant honnête, du temps, en étant honnête, 95% du temps, il faut quand même avoir un petit peu de moyens pour commencer, surtout pour être recruté par une académie comme Ferrari Academy, Red Bull Academy, parce que forcément, ils vont chercher parmi les jeunes qui sont en karting ou parmi les jeunes qui sont en monoplace. Et forcément, pour faire du karting ou de la monoplace, faut pouvoir débuter, quoi. Bah ouais, en fait, le plus dur, c'est de starter le truc. Donc voilà. Ou à part avoir un père qui s'y connaît en mécanique, qui est très très fort en mécanique, et dans ce cas-là, ça coûte moins cher forcément parce que c'est lui qui fait la mécanique, c'est lui qui te fait rouler, et du coup, t'as pas à payer. Ouais, je comprends. Voilà, exactement. Et à 13 ans, donc c'est Lotus F1 Junior Team qui te repère. Exactement. C'est un peu là que ça commence. Tu commences à être payé là. Non. À partir de quand on gagne de l'argent, tu vois, en sport auto? Alors, on gagne, par exemple, du karting jusqu'en monoplace, quand on est jeune pilote, on gagne 0 argent jusqu'en Formule 1. Donc, c'est-à-dire Formule 2, Formule 3, Formule 4, Formule Renault, n'importe quoi. Toutes les catégories. Toutes les catégories pour monter, et surtout monotype, c'est-à-dire avec la même marque, puisque en Formule 4, tout le monde a les mêmes voitures. C'est pour justement mettre plus en avant le pilotage que. Ouais, bien sûr. Donc tout le monde a les mêmes voitures. Après, il y a les réglages différents, les équipes différentes. Tu veux dire que les pilotes, en dehors de la F1, ne gagnent pas leur vie? À part les rallyes? À part rallye. En fait, il faut qu'il y ait des constructeurs comme Toyota, comme Ferrari, comme Mercedes, qui s'engagent dans un championnat. Donc là, en Formule 1, il y a Mercedes. Attends, mais il y a 20 personnes dans le monde qui sont pilotes de F1. Voilà. Mais après, tu as d'autres championnats, par exemple des championnats en GT. Oui. Où là, du coup, tu as Ferrari contre Audi, contre Lamborghini. Mais voilà, c'est des caisses de route qui sont préparées bien sûr. pour le circuit. Et dans ce cas-là, les constructeurs automobiles payent les pilotes pour justement faire des résultats et mettre en avant la voiture et la marque. Et alors, pour comprendre un peu ton parcours, après, j'avais noté, Esteban Ocon était dans le même programme que toi. Exactement. C'est ça qu'on embrasse aussi d'ailleurs, ouais. chez Lotus. Chez Lotus, au début, on était 2 Français, et Esteban et moi, et deux autres gars. Il est repéré par Mercedes. Ensuite, ouais. C'est ça. Et pourquoi ils te prennent pas? Comment ça se passe, ces sélections? À cause de quoi c'est? Alors, pour ma part, ma carrière, en fait, quand je suis passé de Formule 4 à Formule 3, logiquement, à l'époque, c'était de faire la Formule 4, Formule Renault et Formule 3 ensuite. Mm-hmm. Moi, j'ai sauté un step, et parce que financièrement, l'académie fonctionnait moins bien, moins de budget. Donc, au lieu de faire 2 années, il valait mieux sauter une étape pour amener moins de budget sur 2 ans, puisque du coup, on sautait une étape. Et c'était beaucoup trop tôt par rapport à l'expérience que j'avais à l'époque. Donc, j'ai pas fait les résultats que je devais faire normalement dans la logique des choses en Formule Renault. Et le programme s'arrête dans cette année-là, en fait, dans la pire année de ma carrière. Donc, pour rebondir ensuite, c'était ultra compliqué. Et donc, au lieu de faire la Formule 3 une autre saison, ensuite, j'ai trouvé des partenaires pour faire la Formule Renault, ce que j'avais pas fait l'année d'avant. Et dans ce cas-là, j'ai fait vice-champion d'Europe juste derrière Lando Norris, qui est pilote F1 chez McLaren. Ok. Putain, en fait, c'est vraiment des concours de circonstances. Exactement. Quoi. La F1, c'est aussi beaucoup de chance. En fait, il y a du talent, faut pas le nier. Non, c'est sûr. Il y a de la sportivité, machin, etc. Mais il y a aussi de la chance et être là au bon moment, en fait. Faut être là au bon moment. Faut avoir, même par exemple un gars qui gagne la Formule 2, par exemple celui qui a gagné la Formule 2 l'année dernière. Il n'est pas en Formule 1 cette année parce que, concours de circonstances, il n'y a pas eu de place à ce moment-là. Donc, si l'année prochaine, il n'arrive pas à avoir une place ou quoi, après, forcément, tu as d'autres gars qui gagnent la Formule 2. Et puis, du coup, ça fait 2-3 personnes qui peuvent accéder à la Formule 1. Et après, s'il faut, on t'oublie. Et hop, là, on met un nouveau qui a gagné. Et donc, il faut vraiment être là au bon moment, être dans la bonne équipe, parce que les équipes, ça joue énormément. Moi, je connais très peu la Formule 1. On peut faire genre, je connais très peu. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne équipe, tu vois? Parce que, en fait, l'équipe, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire des réglages sur la voiture et elle va régler mieux
mieux. Peut-être les pneus vont s'user moins rapidement, donc tu vas être meilleur sur toute la course. Par exemple, sur une course d'1 heure, les pneus vont se dégrader moins, donc ça va te permettre d'aller plus vite au final. Et donc, pour 2 pilotes équivalents, s'il y en a un qui est dans une meilleure équipe et l'autre est dans une moins bonne équipe, celui qui sera dans la meilleure équipe sera devant, forcément. Et donc, tu peux être pareil ou même un poil mieux. Si l'équipe fait plus la différence, tu peux te retrouver derrière. Ouais, je comprends. Et donc, ça, c'est un truc qui ne se passe pas dans le sport en général. En 2015, tu as 17 ans, donc tu n'es même pas majeur, donc tu n'as même pas le permis de conduire. Tu pilotes déjà une Formule 3. Ouais. Donc c'est une monoplace, ça va à 300, quoi. Enfin, c'est une voiture qui est très quasiment rapide. 300, ouais. Et t'as pas le droit de conduire une voiture sur la route? Non, mais j'avais les week-ends, du coup, je conduisais ça. Et la semaine, je rentrais chez moi, j'avais une petite voiture sans permis pour aller à l'école. C'est vrai? Ouais, j'allais à 60 km/h à fond, en descente. Ah, c'est marrant. Voiture sans permis dans la vie et t'étais sur une Formule 3. Putain, c'est fou. Ouais, c'est un truc de fou. Et le week-end, j'allais à quasiment 300 et après, j'allais à 60 maxi. Est-ce que t'as eu ton permis du premier coup? Ouais, j'ai eu mon permis du premier coup. C'est vrai? Ouais, pas mal. Mais je connais des pilotes, enfin un pilote qui l'a pas eu du premier coup. Alors qu'il était pilote de Formule 1? Enfin, pilote de Formule 3 ou quoi? Ouais, exactement. Et alors, en 2017, donc t'es en GP3 série, et pendant un Grand Prix en Autriche, il t'arrive un accident. Ouais. T'as un gros crash. On peut voir la vidéo. Alors moi, je l'ai sur l'iPad. En gros, voilà, t'es là. Et après, Là, ça part en tonneau. 3 tonneaux. 3 C'est tonneaux. le dernier. Voilà. Et alors, on a la même chose au ralenti. On peut le voir là. En fait, tu tapes sur un pneu, c'est ça? Enfin, non, C'est derrière. ça. Exactement. Et là, ça t'envoie en l'air. Ça m'envoie là. C'était le dernier tour de la course en plus. Là, au début, tu te dis c'est bon, ça va tenir. Et puis en fait. Mais en fait, à partir du moment où on rentre en travers dans les graviers, c'est fini. C'est fini. En fait, ça vient bloquer la voiture et après, ça vient tourner, quoi. Et on voit tes mains. C'est assez intéressant là. On voit tes mains. Tu lâches le volant. Ouais. Et tu te les mets comme ça. Ouais. Alors qu'en vrai, tu peux pas te protéger la tête avec les mains. Non, mais en fait. Pourquoi tu fais ça? Alors, parce que, en fait, c'est pas un truc où on se prépare réellement à faire des tonneaux comme ça. On n'en fait pas tous les jours. Hein. C'est vraiment instinctif. Mais je sais que, voilà, dans une monoplace, il n'y a pas de direction assistée. S'il y a des chocs au niveau des roues, en fait, ça vient direct au niveau du volant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où on va avoir un choc contre un mur ou une possibilité où les roues tournent très rapidement, voilà, s'il y a un choc contre un mur, la roue, elle va tourner très rapidement. Mais ce qui veut dire que le volant va aussi tourner très rapidement et ça peut casser les poignets, ça peut casser le pouce. C'est un conseil pour si on a un accident, en vrai, ça? C'est un peu moins le cas sur les voitures. Sur les voitures, parce qu'il y a quand même une direction assistée et c'est un petit peu moins le cas, mais c'est sûr, voilà. Après, il faut quand même... parce que si on enlève les mains du volant, on risque de taper la tête. Voilà, la c'est tête. Pas beaucoup mieux. Donc faut mieux se casser le poignet que la tête. Ouais, exactement. Mais pour nous, en tout cas, on est très bien accrochés. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir la main sur le volant. Donc, on enlève les mains. Parce que tu as un arceau au-dessus de la tête. Alors là, on a un arceau sur la tête. Alors ça, c'était à l'époque, il n'y avait pas encore le halo. Le halo, ils l'ont créé. C'est quoi le halo? Le halo, en fait, c'est une espèce d'arceau qui part d'ici et qui fait le tour de la tête comme ça. Et en fait, ça évite, voilà, par exemple, s'il y a une voiture qui perd une roue devant, ça évite qu'elle nous tape dans la tête ou un débris. Ce qui peut être fatal, quoi. Bah oui, bien sûr. Donc, et donc là, on a vu que ça a été très utile, notamment lors du crash de Romain Grosjean à Bahreïn, où il rentre dans un rail. Et en fait, le rail s'ouvre comme ça, sur une Formule 1. Le rail s'ouvre parce que justement il y a ce système d'halo qui vient ouvrir. Sinon, si ça s'ouvrait pas et qu'il n'y avait pas ça, il aurait pu être. Enfin, je veux pas. Non, évidemment. Ça serait mal passé, quoi. Ouais. Et donc ça, t'avais pas ça toi? Donc j'avais pas ça à l'époque. Ils l'ont mis en F1 suite à l'accident de Jules Bianchi, du coup, puisque en fait dès qu'il y a des. Il y a ses initiales sur ton Instagram, hein, j'ai vu. Exactement. Ça Jules Bianchi et Antoine Hubert. JB17 et AH19. Exactement. Pourquoi JB17? JB17, c'était son numéro de course, donc Jules Bianchi 17. Je pose toutes les questions, moi. Et non, mais c'est intéressant. Antoine Hubert, c'était le numéro 19 qu'il avait en Formule 2. Et du coup, il a eu ce grave accident à Spa-Francorchamps, du coup, et c'est pour ça que j'ai... Qui est décédé aussi. Qui est décédé aussi. C'est un sport qui est dangereux, quand même. Hein.
En France, on a été ces dernières années, il y a eu beaucoup de pilotes français. Jules Bianchi, Antoine Hubert. Romain Grosjean s'en est sorti, mais il est pas passé loin. C'était très 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 chaud. Et la voiture a pris feu. La voiture a pris feu. Et je crois, j'avais parlé un petit peu avec lui au Trophée Andros. Il a eu les mains brûlées et tout, non? Il a eu les mains brûlées quand il les a mis, je crois, sur le rail pour sortir. Et je crois que il avait une chaussure, genre son pied était resté accroché au fond, donc il n'arrivait pas à sortir. Et il a poussé avec la chaussure. Heureusement qu'il n'avait pas une chaussure à lacet, je crois. Il avait une chaussure à scratch. Du coup, il est arrivé quand même, elle tient moins bien. Je pense que de toute façon, tu mets tellement d'énergie pour sortir que... Et le mec est sorti, il est resté 30 secondes, je sais pas combien de secondes. Dans les flammes. Dans les flammes. Ah, tu vois, cette vidéo, elle est abominable. Si tu n'as jamais vu Romain Grosjean à un accident. Mais tu vois, elle est horrible, cette vidéo. C'est un truc de fou. Mais voilà, donc le risque est possible. En fait, tu sais que tu es sur ta voiture, tu pilotes et tu sais, 10 secondes après, tu peux être dans des flammes. Ça va ultra vite. Donc après, à chaque fois qu'il y a un accident, en fait, la sécurité, la FIA mettent en œuvre pas mal de choses. Des nouvelles mesures de sécurité. Exactement, des nouvelles mesures, que ce soit sur la voiture, mais aussi sur les infrastructures extérieures, donc sur le circuit, pour éviter. Mais après, le risque zéro dans ces sports-là, ça n'existe jamais. Moi, j'ai vu un accident dans ma vie. J'étais invité à une journée à Spa-Francorchamps. C'est un circuit en Belgique. Et en fait, j'ai vu un accident, mais d'un technicien sur le côté. Et en fait, dès que tu respectes pas un truc de sécurité en sport auto, il faisait très chaud, il a enlevé sa combi. C'est le mec qui faisait le plein. Je ne comprends toujours pas pourquoi il a fait ça. Ouais. Et en fait, il avait baissé sa combi, il en a fait un nœud là. Ouais. Et il n'avait pas mis sa cagoule. Et je ne comprends pas. Et il parlait à un mec, et en fait, il faisait le plein. Non, mais vraiment, c'était une folie. C'était une journée d'exhibition. Okay. Mais quand même, ça reste du carburant. Il faisait le plein. Et en fait, il n'a pas mis le tuyau dans la voiture, mais ça paraît bête comme ça. Et en fait, le jet est parti sur le disque de frein. Et en fait, ça a fait une boule de feu. Et il s'est retrouvé en torche humaine et il a couru, il a hurlé, c'était horrible. Il y a des gens qui sont arrivés très rapidement sur lui, mais il avait déjà beaucoup brûlé, tu vois, monsieur. Et en fait, tu te dis, mais le sport auto, c'est dangereux. Mais ça arrive, parce qu'il y a du liquide qui brûle, quoi. Ah non, mais c'est et en plus de la vitesse, tu vois. Ah, c'est ça. À quelle vitesse c'était le crash? Il t'estime après je sais que je commençais à monter en l'air, j'étais à 160. Donc quand je suis comme ça, 160, et après, bon, ça perd un petit peu, mais après, ça part en tonneau. Moi, quand je suis parti en tonneau, au début... Donc là, j'ai vu que je suis monté comme ça, donc je voyais le ciel, je me suis dit, c'est pas normal. J'atterris, et puis quand j'atterris, je vois que ça rebondit un petit peu, et là, que ça rentre direct comme ça, et là, ça part. Et j'étais incapable de dire si j'avais fait 1, 2, 3, 4... Tu sais même pas quoi ça. Je sais pas combien de tonneaux j'ai fait. Je sais que juste que directement, je me suis contracté le plus possible, et j'ai attendu que ça passe, quoi. Et une fois, j'ai eu de la chance. Tu redescends. Et tu marches. Voilà, exactement. Je sors après. Au début, je check si tout va bien dans la voiture et tout. Et après, je sors parce que forcément, c'est quand même un accident. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent sur la course, l'équipe, ma famille, mes amis. Donc, j'essaie de les rassurer le plus tôt possible, quoi, en sortant de la voiture. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un accident, ils ne montrent pas directement la fin de l'accident et ce qui se passe. Ils changent de plan. Ah, pour pas au cas où... Et ensuite, s'ils voient que le pilote va bien, ils reviennent sur le plan. Ah oui, au cas où il se passe vraiment quelque chose de grave et tout. Quoi. Et donc, Jules Bianchi, pour en parler, c'est important. Jules Bianchi, il est au Japon, c'est ça? C'est ça, au Japon. Au Japon, il est aquaplaning. Il est en F1? Il est en F1. Il est en F1. Donc voilà, il est français, il est en F1. C'est le nouveau mec. Exactement. Un peu comme Charles maintenant, mais c'était Jules à l'époque. Et il était voué à aller chez Ferrari ensuite et avoir une super carrière. Et il a cet accident. Mais lui, l'accident, c'est pas... en fait, il se tape dans un... Dans un engin. En fait, juste avant, il y a une voiture qui fait un aquaplaning, il me semble. Après, ça date un petit peu, mais qui tape le rail au fond. Du coup, il y a un engin qui vient récupérer la voiture. Et là, à ce moment-là, il passe, je crois, double drapeau jaune ou quelque chose, en fait, où il faut ralentir un peu. Mais en tant que pilote... toi, s'il n'y a pas vraiment une règle où il faut être à 80 km/h ou quoi, mais il faut juste décélérer, toi, tu es en course, tu essayes quand même d'aller assez vite, quoi. Sauf qu'au même endroit... Tu es plus vigilant, mais T'es plus vigilant, mais voilà. Mais sauf qu'il y avait vraiment beaucoup d'eau, il pleuvait énormément, et il a fait un aquaplaning, donc c'est-à-dire que les roues ne touchaient plus le sol, donc plus aucune possibilité. Ouais. Et il a tiré tout droit, et il est venu s'encastrer dans l'engin. Donc, qui n'aurait pas dû être là, ou ils auraient dû faire différemment, neutraliser la course, mettre la voiture de safety car. Enfin voilà. Après,
Mais voilà, c'est des erreurs. Ça, c'est même horrible, même pour les parents, t'imagines. C'est horrible, mais je connais très bien Philippe, son père, et j'ai une très grosse pensée pour eux, et même les parents d'Antoine Hubert. Et enfin voilà, depuis ces accidents, que ça soit Jules et aussi et surtout Antoine, puisque c'était en Formule 2 dans la même catégorie que moi et sur la même année, parce qu'on roulait ensemble. Le début d'année, on était ensemble, on faisait les tours de piste, on n'était pas beaucoup de Français, donc on parlait, puis on se connaît depuis 2008. Forcément, ça fait réfléchir sur beaucoup de choses et la façon de voir les choses. Sur la suite de ma carrière, ça a changé énormément. Parce que du coup, après, t'arrives donc en monoplace après ton passage en F2, en 2018-2019, t'as 21 ans. C'est là que tu sais que tu ne feras pas de Formule 1. Ouais. Comment ça se passe ? C'est assez horrible au début. Un rêve que tu as depuis gamin. En fait, c'est un rêve depuis que j'ai 5-6 ans, que j'ai commencé le karting un petit peu. Je regardais les Grands Prix de Formule 1. J'étais vraiment passionné par les courses, l'adrénaline que ça me procurait. Et voilà, faut être concentré, faut être dans sa bulle. À aucun moment, quand tu es dans une course, il faut avoir l'esprit ailleurs. Et c'est vraiment ça que j'aimais. Voilà, et de me dire, du jour au lendemain, mon rêve ultime, c'est-à-dire de faire de la Formule 1, et d'être pilote de Formule 1, donc être parmi les 20 meilleurs au monde, s'arrête là. Mais donc ça veut dire que pendant 15 ans... Alors tu sais que tu en as les capacités, quoi. Exactement. Pendant 15 ans, j'étais 100% dédié à ça. Je pensais à ça tout le temps. Je faisais du sport quand je faisais du sport, que j'allais courir ou quoi. Je faisais le dernier kilomètre à fond parce que je me disais... le meilleur ou celui qui va aller en Formule 1, c'est celui qui va se surpasser dans n'importe quelle situation. Donc, je faisais toujours tout en fonction de ça, tous mes choix, que ça soit même pour sortir ou quoi, avec des amis ou quoi. Mais je sortais quasiment pas parce que j'étais full focus sur ça. Donc, j'ai pas eu 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans, une jeunesse où... c'était banzai avec les amis. T'as pas pu. C'était vraiment très pro, des très sacrifices, tôt. T'as fait des exactement. Des choix. Et des choix parce que voilà, je voulais faire ça. Et tant qu'il y a de l'espoir, moi j'y croyais, même s'il y avait, tu vois, 1%, même moins d'1%, 0,01. Ouais. Mais le jour où c'est passé à 0%, c'était vraiment dur parce que du coup, il fallait. Alors dur. Tout est relatif. Dur dans ma vie à moi parce que je peux pas me plaindre. J'ai fait un sport exceptionnel, oui, ça reste ton où rêve, des millions, même des milliards de personnes rêveraient de faire dans le monde. Mais c'est vrai que moi, personnellement, voilà, j'avais cette ambition et j'aime aller au bout des choses. Et là, de ne pas pouvoir et de changer du coup de rêve, entre guillemets, et d'objectif de vie. C'est impossible, tu te dis vraiment c'est impossible d'y aller. Là. C'est impossible. Non, c'est impossible. Enfin, après, voilà, quand tu es du milieu, tu vois, tu sais comment ça se passe. C'est Formule 4, Formule 3, Formule 2, et voilà, tu fais Formule 2, il faut gagner le championnat, et ensuite, tu as des chances, mais c'est même pas sûr à 100% que tu ailles en F1, mais tu as 80% de chances d'aller en F1 ensuite, tu vois. Mais voilà, si tu fais pas ça, ou si tu n'arrives pas à faire une saison entière, parce que ça coûte énormément cher, j'ai eu des choix de carrière où j'étais pas dans les meilleures équipes, puisque forcément les meilleures équipes, elles sont prises très tôt, elles coûtent plus cher, et donc j'avais pas forcément les moyens financiers avec les partenaires pour aller dans ces meilleures équipes à ce moment-là, et donc des choix où au final c'est peut-être mieux de rien faire que de faire ces choix-là, puisque du coup... Et c'est à cause de ça que tu regardes pas la série sur Netflix ou rien? Alors, au début, c'était un peu à cause de ça, parce que du coup, ça me faisait mal de regarder tu vois, la F1 comme ça sur les 2 premières saisons. J'ai mis au moins 6-7 mois vraiment tu vois, à changer vraiment de but et d'objectif. À encaisser, en fait. Exactement, d'encaisser. Et c'est aussi à ce moment-là où j'ai commencé un peu à faire ces vidéos-là, à expliquer un peu sur les réseaux ce que je faisais, parce que tout le monde connaissait la F1, mais aussi dans mes vidéos, j'explique la Porsche Cup, comment ça se passe, et aussi différentes catégories du sport automobile. Il y a des pilotes femmes, il y a Margot Lafitte, par exemple, qui est connue oui. en France, qui fait plein de courses, qui est très forte d'ailleurs. Brosse, qui était ma coéquipière aussi. Exactement, moi c'est là-bas que je l'ai rencontrée. Et bon, ça envoie fort. Et ouais, pourquoi il n'y a pas de femmes en F1 ? C'est quoi ta... Moi, ma théorie, c'est quand on commence le karting, déjà, c'est un peu le vivier pour la Formule 1. Le karting, tout le monde passe par là pour apprendre le pilotage très, très jeune. Et sur 100 pilotes hommes, on va avoir peut-être maximum 2 filles. Donc, pour trouver la perle rare des hommes, c'est beaucoup plus simple. Parce que chaque année, tu as beaucoup de garçons. Tu as 98% d'hommes. Exactement. Ouais. Alors que pour trouver la perle rare des filles, il faut peut-être 100 ans de plus, tu vois. Ah, il faut proportionnellement.
Enfin, Oui, parce que ça représente 2%. Exactement. Mais en fait, c'est plus du hasard. En fait, il n'y a pas de raison réelle. Mais pour moi, non. Et après, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on va voir un groupe de garçons, il y a plus de chances qu'ils parlent d'automobile qu'un groupe de filles entre elles. Même si dans le groupe de filles, il y a peut-être une fille qui aime bien. Oui, c'est un sport qui est plus masculin de base. Voilà, de base. Donc après, est-ce que c'est parce que, à force de dire que c'est peut-être les garçons, c'est le sport très masculin, etc. Les parents, ou le père, mais moins peut-être sa fille que son fils dans le sport automobile. Peut-être ça peut y jouer, mais ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le karting, à la base de la base, il y a beaucoup plus de garçons. Donc forcément, il y a plus de chances de trouver la perle rare. Oui, chez les femmes, d'accord. Demain, si tu avais une femme qui était aussi vite qu'un gars qui est en Formule 1, elle irait en Formule 1. Ouais, c'est rapide. Bien sûr. Oui, il n'y a pas de contre-indication. Exactement. C'est pas parce qu'il existe des filles, mais ils privilégient des garçons pour aller en Formule 1. C'est si la fille existait, elle serait déjà en Formule 1. Oui, d'accord. T'as une histoire avec une nana que tu retrouves sur un podium. Tu peux nous raconter cette anecdote? Ouais, alors, du coup, ça fait un peu plus d'1 an que je sors du coup avec ma copine. Et elle travaille en tant que modèle dans le sud de la France. Et son agence lui propose de faire le Grand Prix de Monaco en tant qu'hôtesse. Et moi, en même temps, vu que je fais la Porsche Super Cup, je fais le Grand Prix de Monaco aussi, tu vois. Mais j'en parle à personne dans l'équipe, personne n'est au courant. Hein. Ça fait quelques mois à ce moment-là, 4 mois ou 4-5 mois que je suis avec elle. Et du coup, je me qualifie bien au Grand Prix de Monaco. Et au départ de la course, je la vois juste en face de moi, parce qu'elle était hôtesse du coup. Et ça, c'est ultra marrant, parce que personne n'était au courant, à part nos familles. Et du coup, je finis 2e de la course du Grand Prix de Monaco, et c'est elle qui me remet le trophée. Ah, c'est vrai? Ah oui, c'est elle qui remet les trophées. Exactement, qui me remet mon trophée. Et du coup, j'étais avec les autres pilotes, donc 1er, 2e, 3e. Et à la fin du podium, je dis je lui fais un petit bisou en sortant du podium, et il y avait les 2 autres pilotes qui étaient sur le podium qui me voient embrasser. Du coup, ils étaient comme des fous, ils se disent mais il fait quoi lui? Il n'en a rien à foutre. C'est clair, le mec il a fait 2e, il fait péter le champagne, il embrasse. Voilà, donc c'était un peu l'anecdote sympathique. Et les pilotes de F1, pilotes sport auto à haut niveau, etc., ont du succès avec les filles? En vrai? Plus que certains sports, je pense. Honnêtement, il y a le foot. Il y a beaucoup de jolies nanas qui traînent. Avant, il y avait des grid girls. Des mecs, tu sens quand même, c'est un sport où les gens sont assez beaux quand même. Après, c'est un sport un peu à risque, donc je pense que ça peut plaire. C'est un sport où les pilotes de F1, ils gagnent quand même très bien leur vie. Ils voyagent de partout. C'est un peu. Ça fait rêver, quoi. Ça fait rêver, exactement. Il y a un côté Top Gun avec le casque. Exactement, le casque, le mec qui risque un peu sa vie, tu vois, il va à fond. Donc je pense que ça peut plaire à certaines filles. D'autres filles préfèrent peut-être le football ou d'autres le tennis, voilà. Mais c'est vrai que c'est des sports où les filles sont, je pense, plus atterrées que d'autres sports, par exemple. Ouais, donc les mecs ont un peu plus de succès, c'est vrai que tu vois. La combinaison aussi, tu sais, peut-être. Tu vois, ça change. Les combinaisons, il y en a plein qui aiment bien, c'est la vérité. En parlant de combinaison, apparaît celle du garagiste, parce que tu poses... Enfin, tu parles de problèmes que les gens peuvent rencontrer, ou de sujets sur les voitures, des petits trucs un peu et astuces, tu vois. Ouais. Hyper intéressant sur TikTok. Là, je vais te citer des choses et tu vas nous expliquer pourquoi c'est, d'accord? Un peu comme tu le fais sur TikTok, mais c'est pour qu'on comprenne un peu comme ça. Je mettrai d'ailleurs le lien si vous voulez aller dessus sur TikTok en lien cliquable sous la vidéo si ça vous chauffe. À quoi ça sert les petits poils sur les pneus? Tu sais, on voit, il y a des petits bitoniaux de caoutchouc quand les pneus sont neufs. Je n'ai pas compris. Tu peux répéter? Non, je rigole. C'est ce que tu dis à chaque fois sur Exactement. TikTok quand tu commences. Tu fais, Exactement, je fais toujours un petit « j'ai pas compris ». Mais pourquoi les pilotes de F1, ils ont une espèce de grosse paille à la gourde là? Parce que j'ai pas compris. Non, alors ça, les petits poils, en réalité, sur la voiture, sur le pneu, ça sert à rien. En fait, c'est juste neuf. Sur le pneu neuf, exactement. Mais même parfois, ça reste sur les côtés. Ça reste exactement. Mais ça s'en va vite dessus. Exactement. Dessus, ça s'en va vite. En fait, c'est tout simplement un procédé. Ils mettent un espèce de ballon gonflable qui viennent pousser en fait sur l'extérieur pour faire la gomme. Et en fait, il peut avoir des petites bulles d'air dans la gomme, etc. Donc en fait, ils viennent mettre beaucoup de pression. Et dans le moule, en fait, il y a des petits trous. Et par ces petits trous, l'air passe. Et ensuite, une fois que
l'air est passé, il reste de la gomme chaude, un petit peu liquide, qui vient de se mettre à l'intérieur. Et du coup, ça vient faire ces petits... C'est par là où l'air sort. Exactement, où l'air sort. Donc, voilà. Donc ça n'a pas d'utilité, c'est pas un truc d'usure. Exactement, c'est pas d'usure du tout. Ah, tu vois, c'est intéressant. Ça, par exemple, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent ça, carrément. Moi aussi, tu vois. Comment on peut savoir... Alors ça, c'est vraiment pas mal, très utile. Vous louez une voiture, vous ne connaissez pas, vous venez de monter dedans, vous arrivez à une station essence. De quel côté on se gare pour mettre l'essence? Comment est-ce que tu sais si la trappe à essence est à droite ou à gauche? Normalement, donc c'est pas sur toutes les voitures, mais sur la majorité, il y a une petite flèche du coup du côté droit ou du côté gauche du petit insigne de pompe d'essence là. Et donc si c'est à gauche, à côté de la jauge. Exactement. Il y a une petite insigne toujours et une mini flèche. Une petite flèche. Et du coup, tu sais si c'est à gauche ou si c'est à droite, tout simplement. À quoi ça sert les rainures dans les pneus? Parfois, il y a des voitures de course qui n'ont pas de rainures, d'autres quand on a une voiture à nous, on a des rainures, il y en a des plus grosses, des plus fines. À quoi ça sert réellement? Alors, sur des voitures de course, on n'a pas de rainures sur les pneus slick, parce que c'est des pneus qu'on va utiliser seulement quand la piste est sèche. Ah oui, quand la piste est sèche. Et donc, les rainures servent, quand il pleut, en fait, à évacuer l'eau qui est entre le pneu et l'asphalte de la piste. Pour pas faire d'aquaplaning. Pour pas faire d'aquaplaning, exactement. Donc, ça vient évacuer, ça vient, avec le roulement, ça vient sortir l'eau sur les côtés. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a sur les voitures de route, parce que on n'est pas là à changer entre... Les pneus dès qu'il pleut. Dès qu'il pleut ou dès qu'il fait beau. Donc, parce que sinon, un pneu slick, ça glisse comme... c'est impossible de rouler dès qu'il y a un peu de pluie. Ah ouais, c'est vraiment une patinoire. Comment on peut dégivrer le pare-brise facilement quand en hiver, on a le pare-brise complètement gelé? Voilà, très simple. Tu mets de l'eau, du sel dedans. De l'eau salée? Ouais, de l'eau salée. L'eau chaude? L'eau chaude, ça peut être plus facile aussi, mais rien que du sel, t'en mets dessus. Et forcément, en fait, l'hiver, à la montagne, ils mettent du sel au sol, justement, pour... Parce que ça gèle moins vite? Exactement. Alors, par contre, il ne faut pas mettre d'eau très chaude. Ça, c'est un truc de base. Mais il y a tellement de vidéos sur Internet de mecs qui prennent une bouilloire. Non, mais c'est tellement bête. En plus, maintenant, tu le sais. Je sais pas pourquoi il y en a qui le font. T'as jamais vu? Non, ils mettent ça sur leur pare-brise pour dégivrer, et sauf que, ça pète. Ah, mais ça... Il y a carrément une vitre de voiture. Je pense que c'est une voiture un peu ancienne aussi. Il met ça sur sa vitre conducteur. La vitre, elle tombe carrément. Non. Ouais, ça explose et voilà, ça tombe. C'est un mauvais truc. Pas mettre d'eau trop chaude, un peu tiède, genre avec du sel. Ouais. Comment casser une vitre de voiture en cas d'urgence si t'es bloqué dedans? Dans le bus, normalement, tu as les brise-glaces qui sont rouges, là, qui sont collées. Et au bout, en fait, c'est très fin, le bout. Et en fait, quand tu viens taper, en fait, tu as un impact, mais sur un tout petit endroit, et du coup, qui vient briser et mettre toute la force sur un micro-endroit. Et en fait, c'est pour ça, si tu tapais avec la paume de la main, en fait, ça élargit en fait le point d'impact. Le point d'impact. Et donc là, en fait, ça se concentre sur un tout petit point et du coup, c'est ça qui brise la... Mais donc si on n'a pas ça dans une voiture... Donc si on n'a pas ça, faut trouver un tout petit truc. Donc ça peut être, on a l'appui-tête, exactement. On le sort et après, au bout, du coup, c'est tout fin et donc on peut... Ah oui, il y a les deux tiges. Exactement. Alors, moi, j'ai pas l'appui-tête dans ma caisse, mais... T'as pas d'appui-tête? Non, enfin, si, j'ai un appui-tête, mais qui est intégré dedans. Ah mince. Tu sais, mais dans toutes les voitures, maintenant, ça peut plus s'enlever. Il y en a plein qui se bloquent. Ouais. C'est un truc qui marchait à l'époque, mais en tout cas, un truc fin, si vous avez... Ouais, faut un truc ultra fin où, en fait, on peut concentrer toute l'énergie sur un même point. Un flingue, sinon vous tirez sur la vitre, mais qui pas qu'à des brigands. Un couteau, tu tapes et tout. Une dernière, comment tu débloques une poignée de porte gelée? Tu vois, moi, ça m'est arrivé cet hiver, la poignée, elle bouge plus, c'est quand il fait -3, -4 parfois. Comment est-ce qu'on peut débloquer une porte gelée? Si tu te laves souvent les mains avec du gel hydroalcoolique, tu peux en mettre un peu dessus et... Ça marche? Ouais, ça peut marcher. J'ai fait un autre truc, j'ai fait péter sur ma moto, et je me foutais de la gueule des mecs avec une bouilloire à 2 secondes. J'ai un peu fait ça. Sur ma moto, j'ai pris de l'eau un peu tiède et je l'ai mis sur mon guidon. Tu sais, j'avais les poignées bloquées et tout. Vraiment, c'était vraiment grippé, tous les boutons. Et en fait, je l'ai mis et il y a un bouton qui a éclaté. C'était mon bouton de démarrage. Donc t'as fait un peu j'ai fait un peu pareil, la même connerie. Pour finir, je sais que tu as un test de réflexe. Tu montres des trucs sur ton TikTok. Tu montres un test de réflexe avec une balle d'entraînement, de yoga. Là, voilà, j'ai mis des vidéos sur Insta aussi comme ça, où, pour préparer avant de monter sur la voiture. Pierre Gasly aussi le fait souvent, des petits tests avec des balles. Mais moi, donc il faut 2 balles de tennis. C'est ça. 2 balles de tennis, une grosse boule comme ça. Swiss ball. On peut essayer là ou pas? On peut essayer. Attends, on va reculer un peu les sièges du coup. Allez. On tente, hop, je prends 2 balles de tennis que j'avais là. On va se mettre là. Alors tu vas me dire, en fait, en gros, je vais te lâcher les balles. En fait, moi, je me mets dessus. Du coup, en équilibre. Ouais. Et toi, tu vas venir du coup lâcher une ou l'autre balle. Ok. Et après, tu me les refiles à chaque fois. Exactement. Et moi, j'essaie de les rattraper
Du coup, et ça permet de travailler un peu l'équilibre, mais un peu les réflexes. Tu mets tes mains là, ici, et moi, je viens les mettre juste au-dessus. Ah, tu vas le rattraper? Voilà. Ah, waouh, 1. Allez, vas-y, j'y vais, c'est parti. Ah ouais, putain, la vache, t'es hyper rapide. Ah ouais. Ah ouais, putain, ok, je comprenais pas trop. Oh oui. Ah, t'as vu, je suis pas fait avoir. Hein. Ah, bien joué. Tu veux tester? Ouais, vas-y. Ah ouais, putain, c'est beaucoup plus dur que ce que j'imaginais, la vache. Je faisais le malin et tout avant, avec ton texte de rap. Attends, vas-y. C'est impossible ton jeu là. Attends, en fait, c'est là que tu comprends. Vas-y, attends, j'en refais une. Bah, ça, on le travaille beaucoup hein, pour les pilotes. Hein. Attends, je vais pas me laisser abattre. Ah ouais, putain, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Non, c'est chaud. Bien joué. Merci. Non, mais je comprends. Félicitations. On dirait pas comme ça, mais... Ah là là. Putain. Non, en fait, c'est beaucoup plus dur que ce que j'imaginais, la vache. Putain, pas mal à faire ça en vrai. Ouais, mais et ça permet d'accélérer un peu tes réflexes, etc. Ouais. Ça, on peut le travailler. En fait, moi, en tant que pilote, centre spécialisé parce que voilà, on a des centres de formation pour les footeux, par exemple. Nous, on a un centre. Ça s'appelle 3-2-1 Perform et j'y allais souvent avec Esteban Ocon, du coup. Et on travaille plein d'exercices justement pour développer la coordination, la rapidité, les réflexes, pour développer aussi la multi-attention, donc faire plein de choses en même temps. C'est-à-dire on a des ordinateurs avec des couleurs, avec des sons, avec des tables de multiplication en même temps. Vous tapez, là, exactement, pour justement travailler plein de choses. Mais là j'ai vu que tu regardais pas en fait tes mains, exactement. Tu regardes en bas, tu vas chercher exactement. en fait le point. En fait, nous quand on regarde, pour être ultra vite, en fait on regarde pas vraiment la balle ou la balle. En fait on regarde au milieu un petit peu. Dis pas pour être rapide, tu dis pour être vite. Ouais. C'est marrant, ça c'est un terme qu'on utilise en sport auto. Exactement. Ah c'est vrai, c'est marrant. Ouais, pour être vite, pour être rapide, ouais, exactement. En fait, on regarde au milieu pour avoir le champ périphérique et vraiment voir la balle ou l'autre balle directement. Putain, pas mal. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, mon objectif, forcément, sportivement, c'est de faire très rapidement les 24 heures du Mans dans une voiture qui peut gagner. Ok. Mais à court terme, gagner les championnats que je fais cette année, donc la Porsche Carrera Cup France et la Porsche Super Cup. Sur les réseaux, continuer bien sûr à apprendre pas mal de choses sur le sport automobile et l'automobile en général. Et aussi là, j'ai une chaîne YouTube où je teste différentes voitures sur un circuit. C'est quoi ta voiture, toi, dans la vie de tous les jours? Moi, j'ai un Range Rover Evoque pour faire tous mes déplacements et aussi Porsche GT3 RS 991, du coup, phase 1. Ok. Où là, c'est plus pour aller faire du circuit. Ah oui, mais c'est ta voiture à toi. Mais tu peux rouler sur la route. Ouais, on peut rouler sur la route. Mais bon, après, elle est mieux sur un circuit que sur la route, je trouve. Et on gagne sa vie, du coup, en Porsche aussi, en Porsche Cup? Non, en Porsche Cup, on gagne pas sa vie. Déjà, moi, ça me coûte pas d'argent. Après, on a des partenaires qui, eux, du coup, t'aident à financer, à gagner ta vie, tu vois, mais c'est pas directement l'équipe qui te paye. Ah oui, d'accord, mais t'as quand même des partenaires. Voilà, c'est des partenaires. Comment tu gagnes ta vie? Moi, alors je travaille, du coup, en étant, je gagne plus ma vie en étant sur les réseaux. Actuellement, ouais, exactement. Okay. Et dans l'immobilier aussi, parce que je travaille dans l'immobilier, avec l'entreprise familiale. Donc, on est promoteur immobilier dans le sud de la France. D'accord. Donc, je travaille avec ma sœur et avec mon père. Ah oui, d'accord. Voilà, on fait des petites maisons et tout ça. Et sinon, en tant que pilote, en fait, j'avais un contrat cette année pour être payé, mais sur des courses sur le Nürburgring, le Nordschleife. C'est le très grand circuit qui fait 25 km en Allemagne. On l'appelle l'enfer vert. Et en fait, j'ai repoussé d'1 an ce contrat pour me concentrer à bloc sur la Porsche Carrera Cup France et la Porsche Super Cup pour justement avoir un palmarès en étant seul dans une voiture. Parce que les autres contrats en GT où tu peux être payé, c'est souvent où tu es à 2 ou 3 pilotes dans une même voiture et tu fais des courses d'endurance. Et ça, je voulais le repousser un petit peu pour vraiment me concentrer sur des courses plus sprint qui durent entre 30 et 1 heure. Bon, on vous met les réseaux de Dorian si vous voulez le suivre partout. Merci en tout cas. Et commentez les gars si vous voulez nous dire aussi ce que vous en avez pensé, réaction à ce que tu as dit et tout en commentaire sur YouTube. Moi, j'adore lire en vrai. Parfois, je me pose le soir et tout dans mon lit. C'est vrai, moi, j'adore lire les commentaires. Je sais pas si tu lis aussi. Moi aussi, sur YouTube, carrément. Mais puis ça aide à voir si les gens, ça leur plaît, en fait,
fait ce que tu Exactement. fais. Et puis les attentes et voir s'il y a souvent la même question qui revient, tu peux essayer de le mettre sur la prochaine vidéo ou des choses comme ça. Donc c'est ultra intéressant et ça fait avancer aussi la chaîne. Exactement. Donc continuez de mettre des petits pouces en l'air les gars. Pareil, si vous voulez vous abonner à tous les réseaux sur Légende, sur toutes les plateformes et tout. Merci d'être de plus en plus nombreux et à très vite tout le monde. Ciao, ciao.